La petite Marion, disparue quasiment jour pour jour, 2 ans aujourd'hui. Madame et Monsieur Andugère, bonsoir. Bonsoir. Madame et Monsieur Andugère, nous vous avions déjà accueilli dans cette émission sans aucun doute pour parler de Tatiana. Tatiana a 17 ans, vous habitez à Perpignan. Elle vous dit qu'elle part en week-end, ou en tout cas faire une sortie du côté de Font-Romeu. Il s'avère qu'elle va faire la fête du côté de Toulouse. Comment avez-vous su en fait qu'elle avait été à Toulouse ? On a su qu'elle était à Toulouse à travers l'enquête, parce que quand on a pu avoir le témoignage d'un militaire qui est descendu en gare de Perpignan, Ouais. qui nous a appelé à la maison, il voulait avoir un rencard avec Tatiana, on lui a dit non, mais notre fille a disparu. Il me dit, mais non, votre fille, elle est venue avec moi de Toulouse jusqu'à la gare de Perpignan. Et à ce moment-là, on a compris que Tatiana, elle n'avait jamais été à Font-Romeu. Madame Andugère, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce que c'était une enfant difficile? Quels étaient vos rapports mère-fille? Non, une dispute, oui, il y avait une dispute 15 jours auparavant. Bon, il y avait des tensions, comme je pense, dans tous les foyers avec les adolescents. À un moment donné, bon, il faut mettre des limites, il faut dire, bon, fais attention, on n'est plus en vacances, les cours reprennent. Mais sans plus, c'était pas une enfant difficile. Tatiana est adorable, c'était la joie de vivre. Et, excusez-moi, je suis un petit peu Je vous en émue. prie, madame. Et comprendre. voilà, c'était une enfant adorable. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous auriez pu penser que vous auriez des problèmes avec elle, enfin de cet ordre-là? Non, jamais. Jamais, jamais. Elle était en quelle classe? Elle était en première. C'était une première littéraire. Voilà. Alors, vous avez remué bien sûr ciel et terre. À un moment donné, vous avez même été très inquiet parce que la gendarmerie a voulu arrêter l'enquête. Ils ont arrêté l'enquête. Il y a eu un non-lieu le 20 mai 1997. Et à ce moment-là, c'est grâce à votre dernière émission, passage de votre dernière émission, on a fait la connaissance d'Annie Gourgue de l'association La Mouette, de M. Moreau, Roger-Marc Moreau, qui est sur le plateau, qui nous ont dit la meilleure façon de vous battre, ça serait de créer une association. Et à ce moment-là, on a créé une association parce qu'il faut dire que nous, on est au chômage depuis 2 ans et tous les moyens qu'on a, si vous voulez, financiers, on les a mis pour pouvoir créer des affichettes et tout ça. Et maintenant, il y a une centaine d'adhérents qui partagent donc notre lutte. Alors ça c'est important, je voudrais que l'on parle justement de cette association parce que je crois que c'est, M. Moreau nous le confirmera, peut-être l'un des premiers réflexes à avoir quand quelqu'un disparaît. Oui. Vous n'auriez pas pu tenir le coup, madame, sans cette association? Non. Je crois que vraiment, au moment où nous avons rencontré M. Roger-Marc Moreau et Annie Gourgue, on était sur le point de craquer. L'enquête s'était arrêtée, nous n'avions plus de moyens financiers, donc ça veut dire qu'il fallait qu'on abandonne les recherches concernant Tatiana. C'est pas vivable, c'est pas supportable. On n'a pas le droit d'abandonner les recherches. C'est notre enfant. Il fallait qu'on continue et on ne savait plus vraiment comment faire. Et donc c'est vraiment, à travers l'association, on revit. Parce que d'abord, on s'occupe de Tatiana tous les jours, on prononce son nom tous les jours, et c'est vraiment un espoir nouveau de pouvoir remettre des affiches, de pouvoir parler d'elle, et puis qu'on ne l'oublie pas pour qu'un jour peut-être le coup de fil qu'on attend. Surtout, excusez-moi, je voulais dire juste que le non-lieu, quand vous lisez le non-lieu, ils disent que l'enquête de la gendarmerie n'a rien donné. Donc ça paraît pour des parents qui cherchent leur enfant, ça paraît un peu dur qu'on arrête quelque chose parce que ça n'a rien donné. Là-dessus, Monsieur Moreau, détective, vous a apporté un grand soutien. Nous allons lui donner la parole dans quelques instants. Nous allons voir une photo de Tatiana, car si jamais il pouvait se passer quelque chose grâce à cette émission, eh bien ce serait tant mieux. Le principe est le même. Au moment où vous voyez cette photo, quelle que soit la nouvelle, quelles que soient les informations que vous puissiez avoir sur Tatiana, gendarmerie, poste de police le plus proche et le plus rapidement possible. Merci. Monsieur Moreau, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Moreau, donc vous êtes détective, vous êtes aussi celui qui a conseillé à Madame et Monsieur Andugère de monter une association parce que ça aide vraiment les recherches. Oui, ça permet d'abord aux parents d'organiser et puis peut-être d'obtenir des fonds pour payer les avocats. Ça permet également de pouvoir diffuser des affichettes sur le plan national. Et puis, nous avons également conseillé, enfin j'ai conseillé la famille de Tatiana parce qu'elle n'avait pas obtenu copie du dossier de l'instruction. Ils ne savaient donc absolument pas, finalement, ce qui avait été fait par les services administratifs. Aujourd'hui, monsieur, quelles sont les 2 pistes les plus sérieuses concernant la petite Tatiana? Je crois qu'il y a 2 personnes clés, finalement, dans sa disparition. Oui, nous avons, en étudiant ce dossier, découvert l'existence d'un prénommé Guillaume. C'était un garçon qui a fréquenté Tatiana durant l'été avant sa disparition, puisqu'elle a disparu le 24 septembre 1995. Eh bien, ce garçon était un toxicomane, un dealer. Il a vendu de la cocaïne et d'autres produits nocifs
petit groupe que fréquentait Tatiana pendant l'été. Eh bien, ce jeune homme dont nous n'avions que le prénom, les services de la gendarmerie ne l'avaient pas recherché, ne l'avaient donc pas retrouvé. Nous l'avons retrouvé. Et c'est vrai que nous sommes en train d'examiner est-ce qu'il peut avoir un lien avec la disparition de Tatiana. Puis deuxième chose, nous avons découvert l'existence dans l'entourage de Tatiana d'un autre jeune homme qui était son dernier petit ami. Et puis ce garçon est un petit peu trouble et nous sommes en train actuellement d'examiner certaines pistes. Je suppose que ce sont des nouvelles évidemment qui, même s'il est question de drogue ou quoi que ce soit, qui doivent vous réjouir parce que l'espoir demeure. Oui, mais ce qui importe, c'est d'avoir des nouvelles de Tatiana, de la retrouver vivante. Ce sera un autre combat après. Ce qui importe, c'est de savoir qu'elle est quelque part et qu'elle vit, peu importe dans quelles conditions. Je veux dire, avec l'amour, on soigne tout après. Madame et Monsieur Andujar, j'espère qu'on aura vraiment des nouvelles très prochainement. Je voudrais rajouter deux choses, s'il vous plaît, M. Courbet. La première chose, je voudrais dire l'ancien appel. Il y a quelques années en arrière, le journal télévisé nous a sensibilisés parce qu'il y avait des journalistes qui étaient pris en otage au Liban. Alors moi, je demande ce soir à travers cette émission qu'ils soient sensibles aux parents qui perdent leurs enfants et qui passent quelques secondes pendant le journal télévisé de 20 heures les photos des enfants disparus en disant ça fait tel nombre de jours, on n'a pas retrouvé un tel ou un tel. Nous voyons actuellement l'affiche, je le précise, avec je pense le numéro concernant votre association, mais ceci étant dit, si vous n'avez pas noté ce numéro, n'importe quelle gendarmerie ou poste de police fera l'affaire. Voilà, et la deuxième chose, je m'adresse directement à Tatiana. Tatiana, si tu nous entends ce soir, si tu as l'occasion de nous voir ce soir, quoi que tu aies fait pendant ces 3 longues années, nous, on mène un combat et on ne va pas t'associer avec les crimes qu'il y a eu à la gare de Perpignan. On sait que tu es vivante, alors on y croit. Donne-nous des nouvelles, c'est tout. C'est vrai, Monsieur Moreau, qu'il y a eu, c'est pour ça je me permets d'en parler puisque vous abordez le problème, il y a eu quelques petits soucis avec ce qu'on appelait un tueur en série dans la région de Perpignan. Oui, le tueur en série de la région de Perpignan est un homme qui a une technique d'assassinat particulière. D'abord, il laisse le cadavre à découvert. Deuxièmement, il y a un cérémonial particulier puisqu'il découpe les seins, les organes génitaux de la personne qu'il met dans un petit carton à côté du cadavre. Eh bien, Tatiana, d'abord, a disparu 2 ans avant le premier crime du tueur en série. Et deuxième chose, on n'a pas retrouvé Tatiana. Donc l'hypothèse selon laquelle elle a été victime du dit tueur n'est vraiment qu'une hypothèse des services administratifs. Nous n'y croyons pas. Monsieur Moreau, donc on fait appel à des détectives quand souvent la gendarmerie décide d'arrêter l'enquête. C'est le cas de la disparition du petit Michael. Au moment où l'enquête s'arrête, un détective prend la suite et trouve des pistes très très intéressantes. Stéphane Cassino a suivi ce détective pendant son travail. Cette femme qui colle des affiches n'a pas revu son fils Michael depuis 8 mois. Pas une lettre, pas un appel, le néant absolu. Ses avis de recherche représentent son dernier espoir de le retrouver. Le 27 février dernier, les gendarmes se présentent au domicile de Michael et l'emmènent à la gendarmerie. Il est soupçonné de complicité de vol chez un commerçant. Après un interrogatoire, Michael s'enfuit. Bon, que la gendarmerie vienne le chercher parce qu'il a fait une bêtise, j'ai trouvé ça assez normal. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand même, ils sont venus me le chercher et ils me l'ont jamais ramené. Et depuis ce jour-là, j'ai pas revu Michael. Depuis 10 mois, c'est difficile à vivre. Quand un enfant disparaît, de toute façon, on se pose des tas de questions. On se demande qu'est-ce qui peut lui arriver, qu'est-ce qu'il fait, comment il mange, comment il vit, où il dort. Avec tout, je sais pas, la drogue, les pédophiles. Il y a tellement de choses dans la rue qui peuvent se passer pour un enfant que c'est grave. C'est très grave. J'ai rempli mon rôle de mère. Bon, peut-être que j'ai pas, avec l'adolescence, j'ai peut-être pas su m'y prendre, sûrement, avec de leurs problèmes, de leur façon de vivre. Ils ont une façon de vivre maintenant qu'ils veulent être indépendants, ils veulent tout savoir, tout faire, et c'est difficile, ouais. C'est difficile, j'aurais dû prêter peut-être un peu plus attention. Aujourd'hui, Lydia en veut beaucoup aux gendarmes. Depuis 8 mois, ils ne sont pas parvenus à retrouver la trace de Michael. Pour eux, c'est un petit délinquant, je veux dire, c'est un petit voyou, tout bêtement. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ont un papier, Michael a fait ça, ça, ça.
Pour eux, c'est un voyou. Ils font rien. 8 mois sans aucune nouvelle de son fils. Pour Lydia, l'attente a trop duré. Il fallait que quelqu'un reprenne l'enquête en main et lui redonne un peu d'espoir. Nadia Erhardt est agent de recherche. Sa mission, retrouver Michael. Depuis 2 jours, son enquête sur le terrain avance très vite. Elle a acquis la certitude que Michael est vivant et qu'il réside toujours dans la région. Depuis que je suis ici, j'ai eu des témoignages qui ont repéré en fait la présence de Michael dans les villages voisins. Alors là, du côté de Le Bacarès, à Toreil, plusieurs fois, là au moins 4 personnes m'ont dit qu'il avait été vu sur cette commune. Il a été vu également à Locané. Alors il a acheté de la nourriture dans des magasins. Il bouge, Michael, hein. Il y a 3 jours aujourd'hui, il résidait chez un copain. Et apparemment, ils se sont un petit peu fâchés tous les deux. Donc, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on ne sait plus où il est. Nadia est sur la bonne piste. Pour aboutir, elle ne recule devant aucun danger. Des planques pendant plusieurs heures, des rencontres inattendues, jour et nuit, la course contre la montre. Donc, je voudrais le rencontrer de manière confidentielle. Hier soir, je l'ai loupé à 10 minutes près, quoi. Grâce à elle, nous rencontrons un témoin capital. Il sait où se cache Michael. Je sais qu'il va bien, il est en bonne santé, mais qu'il est dans une sacrée merde, quoi, voilà. Il est dans la région, il s'est rasé la tête. Voilà, quoi. Et il mange à droite à gauche. Chez des copains à lui, chez des amis à lui. Qu'est-ce qui s'est produit? Déjà, il n'avait pas de travail, il a quitté l'école. Et il s'est dit, je vais aller dans la rue, je vais aller travailler. Je vais aller dans le monde de la vie active, quoi. Il va aller travailler et il a vu que pour avoir un travail, il fallait un diplôme, il fallait beaucoup de choses. Et il s'en est rendu compte trop tard. Donc il s'est dit, je vais aller voler. Et voilà. Est-ce que tu crois savoir pourquoi il ne veut pas rentrer chez lui? Je sens qu'il a envie de vivre tout seul, je crois. Qu'il a envie de vivre tout seul. Et il a peur de rentrer chez lui. Des représailles de sa mère, qu'elle y amène les flics ou qu'il y amène, je sais pas moi. Il a peur, voilà, tout simplement. Même si Nadia a pu instaurer un rapport de confiance avec ce témoin, il ne lui dévoilera pas le principal, où vit Michael. Depuis que je suis arrivée sur Perpignan, j'ai rencontré beaucoup de ses camarades qui l'ont vu pendant sa période de fugue. Et il y a une solidarité de discrétion autour de ce jeune homme. D'une manière générale, il est bien apprécié par son environnement amical et il vit réellement en retrait. La nuit est tombée, il est temps de faire un bilan avec la maman de Michael. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous avez de bonnes nouvelles? Les informations qu'elle a recueillies sont nombreuses et parfois graves. Je vais vous expliquer tout ça. 4 témoignages me disent qu'il est très souvent ici, à Toreil. À Toreil. Plutôt le soir. Oui. Donc ce soir, je vais faire une planque Oui. et je vais essayer au moins de lui parler. D'accord. Ou de l'entrevoir, qu'on ait des nouvelles. Oui. Michael a changé de signalement. Ah. Maintenant, il a les cheveux rasés Oui. et il a une petite boucle d'oreille. C'est pas mon Michael, c'est... pour moi, le fait qu'il soit dans la rue l'a transformé en quelqu'un d'autre. Et plus les jours passent et plus il est en danger. Je veux dire, il faut à tout prix qu'il rentre ou qu'il essaye de faire quelque chose, quoi, parce que... ou il finira mal. Je pense que maintenant, elle a le privilège de savoir, parce que de ne pas savoir, c'est très angoissant. Et qu'elle a pris conscience de la gravité de la situation maintenant. Vous êtes confiante pour ce soir? Non, parce que je ne peux pas considérer ça comme un challenge. Je trouve que chercher un enfant, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas comme gagner un jeu. Il est 22h, Nadia arrive à Toreil. Elle sait que Michael se cache ici. Je suis certaine qu'il est au courant que je suis là et que je souhaite le rencontrer. Vous n'avez pas conscience de la gravité de la situation? Eh bien, bonne idée, hein, si vous voulez aller voir
toute façon, on n'avait jamais pensé de venir à lui. Pour préserver le maximum de discrétion et pour ne pas perturber le travail de Nadia, nous l'avons laissée enquêter seule. Quelques heures plus tard, elle nous retrouve devant son hôtel. Alors Nadia, le bilan de la soirée? Eh bien, il est 1h du matin. Je viens de passer quelques heures dans un village voisin avec plusieurs jeunes. Et j'ai rencontré un groupe de jeunes, là où justement j'allais faire la planque. Parmi eux, il y avait Michael. Il a été très prudent quand il a remarqué que je le regardais avec beaucoup d'attention. Il a reculé, il s'est mis un petit peu dans l'ombre et ensuite il s'est discrètement esquivé. D'après ses petits camarades, il a été plus heureux pendant ces mois de fuite que tout ce qu'il a vécu chez lui, en fait. Et il a précisé plusieurs fois que si vraiment il voulait rentrer, il entend que ce serait fait, quoi. Madame Méry, bonsoir. Vous êtes la maman du petit Michael. Je vous donnerai la parole dans quelques instants, car je crois que vous n'êtes pas très contente de la façon dont ça s'est passé avec la gendarmerie, dans la mesure où ils sont venus le chercher chez vous, ce qui était normal, puisqu'il avait fait une bêtise, mais ils ne l'ont pas ramené chez vous. Absolument. Et c'est comme ça qu'il a disparu. Nous donnerons la parole à un gendarme, évidemment, qui pourra s'expliquer avec vous, qui est au téléphone avec nous. Et puis, nous parlerons également avec Nadia Hera, détective, que l'on a vu dans ce reportage. Et en 2 jours, finalement, en travaillant 17 ou 18 heures par jour, vous avez réussi un travail formidable, donc on est en droit de se poser également des questions. Vous verrez que même s'il a disparu plus ou moins volontairement, ça peut arriver également à un adulte qui va décider de couper court avec sa famille, un journaliste d'ailleurs du Figaro, vous en avez certainement entendu parler, que tout le monde recherche actuellement, puis vous verrez qu'on peut disparaître également à l'étranger pendant ses vacances. La suite de Sans aucun doute dans quelques instants. En France, un adulte a le droit de disparaître. Mais qu'en est-il du droit des proches, à savoir La police me dit qu'elle l'a retrouvé, ne me dit pas où. L'enquête de Sans aucun doute sur une histoire étrange. Fille de bonne famille, Nicole disparaît pendant 5 ans. Par amour, elle tombe dans la drogue et la prostitution. L'affaire Ranucci, 20 ans après les faits, la douleur est toujours aussi vive. Sans aucun doute parle ce soir de disparition. Il y a quelques instants, nous avons vu un reportage sur la disparition du petit Michael, dont on a retrouvé la trace grâce à un détective privé. Madame Méry, vous êtes donc la maman de ce jeune garçon. Et qu'est-ce que vous reprochez exactement à la gendarmerie? Rappelons qu'ils sont venus le chercher parce qu'il avait fait une petite bêtise, mais après... Donc ils sont venus à la première heure le matin me le chercher alors que j'étais au travail. Bon, il y avait ses frères avec lui. Alors ils ont su venir me chercher un enfant mineur le matin. Mais ils n'ont pas su me le ramener. Quel âge avait-il? 16 ans. D'accord. Je veux dire, c'est quelque chose de pas pensable, de grave. Donc pour vous, il y a une responsabilité? Absolument. Je trouve pour des hommes de loi qui viennent prendre un mineur à la maison et qui ne me le ramènent pas, je trouve ça très grave. Mais pourquoi ne serait-il pas rentré? Il aurait eu peur là-bas de rentrer du coup par rapport à ce qu'on aurait pu lui dire? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être peur, oui, peut-être peur. Mais je veux dire, de là, fuguer comme ça, à partir comme ça, il s'est passé quelque chose avec eux. Alors, nous avons avec nous, au bout du fil, le capitaine Métruc de la gendarmerie de Perpignan. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Courbet. Merci d'être avec nous. Vous l'avez bien compris, en tout cas, il n'est pas question ce soir de faire le procès de la gendarmerie. Nous avons travaillé à plusieurs reprises en collaboration avec vous, mais c'est vrai que sur cette affaire précisément, on peut se poser la question. N'était-ce pas la gendarmerie de le ramener à son domicile, cet enfant ? Écoutez, je vais naturellement répondre à votre question, mais je voudrais, si vous permettez, dans un premier temps, resituer l'affaire dans l'optique de la gendarmerie, ce qui me paraît essentiel pour une parfaite et complète compréhension du sujet par vos téléspectateurs. Et je voudrais d'abord réagir sur l'idée que vous avez laissé entendre, selon laquelle la gendarmerie se désintéresserait finalement de cette affaire. Je veux dire, et je veux affirmer avec force, que la gendarmerie est sensible à toutes les formes de disparition, et aux conséquences humaines qu'elles entraînent. Et cela ne nous laisse jamais indifférents. Ça, je tenais absolument à le dire. Nous comprenons évidemment les difficultés de Madame Méry, qui est confrontée au problème que lui pose la situation de son fils, qui est un jeune délinquant. Il faut malheureusement le préciser d'entrée de jeu. Alors, pour ce qui concerne l'affaire pour laquelle j'ai été sollicité ce matin par votre émission, ce qui explique que je ne sois pas présent sur le plateau. Tout à fait, vous avez raison de le préciser. Il ne s'agit pas d'une affaire de fugue classique. Il s'agit encore moins d'une disparition inquiétante de mineurs.
Il s'agit d'un mineur délinquant qui se soustrait délibérément à l'action de la justice parce qu'il sait qu'il est recherché dans le cadre de plusieurs affaires judiciaires. Alors, pour le fait d'avoir cherché ce jeune homme et de ne pas l'avoir ramené à sa maman, que s'est-il passé ce 27 février 1998 il a été mis en garde à vue dans le cadre d'une affaire, un vol avec effraction de nuit en Réunion, ce qui est une affaire criminelle, ce n'est pas une pécadille. Il était avec quelques-uns de ses camarades, ils étaient 5 au total. Ils ont été placés en garde à vue à partir de 8h du matin et les gardes à vue se sont terminés à 18h. À partir de ce moment-là, donc les parents et les personnes civilement responsables ont été avisées qu'elles pouvaient revenir chercher leurs enfants. Alors Manqueste Michael, justement, et un de ses camarades ont profité de l'arrivée des parents d'un de leurs compagnons pour quitter les lieux, pour quitter la brigade. Et le lendemain, les deux jeunes gens n'ayant toujours pas regagné leur domicile, la fugue de ces deux mineurs a été signalée. D'accord, capitaine. Le camarade, d'ailleurs, a regagné son domicile quelques jours après, et Michael seul est resté en fugue. Capitaine Métruc, je vous remercie en tout cas de vos explications. J'ai vous poser une question. Oui. Il avait quand même 16 ans, ce garçon, pas plus de 16 ans. Il avait plus de 16 ans, on va pas polémiquer à quelques Attendez, monsieur, non, c'est pas une polémique, parce que vous savez très bien que s'il n'a pas plus de 16 ans, les dispositions en matière de garde à vue sont particulières, et vous n'auriez probablement pas dû le relâcher dans la nature de cette façon-là. S'il a plus de 16 ans, vous aviez le droit. Les jeunes gens, à la fin de la garde à vue, ont été invités à prendre place dans le local d'attente de la brigade pour attendre leurs parents. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans et demi. Il ne peut être retenu contre son gré. Il n'y a pas de mesure coercitive à prendre pour le retenir à partir du moment où la garde à vue est terminée. Ça serait un abus de pouvoir de la part des gendarmes. Capitaine, quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Vous, Madame Méry, la gendarmerie vous a-t-elle appelé ou pas? Le matin, simplement, pour me dire qu'il avait gardé à vue. Le midi, je me suis représentée à la gendarmerie pour récupérer mon fils. Ils m'ont dit non, on le garde encore parce qu'on ne sait pas si on va le présenter à un juge pour enfants. Et depuis, plus rien. Ils ne m'ont pas rappelé du tout pour aller le rechercher. Madame Ehart, vous êtes donc le détective qui a réussi, durant ces 2 journées, durement remplies d'ailleurs, à retrouver la trace de Michael. Est-ce qu'aujourd'hui, ce jeune garçon, donc délinquant, se satisfait dans cette vie ou c'est plutôt une fuite en avant? Je crois qu'il est totalement inconscient de la gravité de la situation. Il vit dans un univers d'enfant. Effectivement, au départ, pour vivre, il a volé quelques denrées alimentaires. Maintenant, un enfant dehors de cet âge-là n'avait pas d'autre choix que de fréquenter les autres jeunes gens dehors qui, eux, étaient peut-être de moins bonne moralité. C'est exactement ce qui s'est produit. Nous avons une certitude, quoi qu'il arrive, c'est que Michael regarde cette émission, puisque vous avez pu parler à différents jeunes, vous leur avez dit que vous veniez sur ce plateau et il y a... J'ai vu Michael. Vous l'avez vu. Et nous avons échangé quelques mots. Mais à ce moment-là, enfin... Je crois qu'il pense que je ne l'ai pas reconnu. Donc, il se présentait sous une autre identité. Hein. Mais c'était bien lui et il était avec un autre camarade. Maître Bergès, visiblement, donc ce garçon, enfin, ce n'est qu'une supposition, nous ne sommes pas à sa place, mais a peut-être peur de rentrer. Qu'est-ce qu'il risque globalement? Dans la poursuite de la fuite, il risque de s'enfermer dans un cercle infernal. Moi, je crois que s'il nous écoute, qu'il m'écoute un petit peu, qu'il ne continue pas à fuir, parce qu'à mon avis, il va finir par se mettre dans un cycle tout à fait infernal, et là, il pourrait avoir de vrais problèmes dans le futur. Madame, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux dire que si Michael me regarde ce soir, qu'il peut rentrer à la maison, que vraiment on fera le nécessaire pour qu'on puisse l'aider à s'en sortir. Moi, j'ai une autre suggestion à faire. Plutôt que d'aller à la gendarmerie ou même chez vous, qu'il aille directement voir le juge pour enfants. Le capitaine est toujours avec nous. Il est de mon devoir, dans un débat qui se veut être équilibré, de lui redonner la parole, à condition que ça ne soit pas trop long, capitaine. Effectivement, oui, il a tout intérêt à cesser cet état de fait, donc soit se présenter à la gendarmerie, et si comme l'un des intervenants du plateau le suggère, s'il ne souhaite pas avoir affaire aux gendarmes, il peut effectivement se présenter directement devant un juge. Merci, capitaine. Un avocat, d'ailleurs, c'est sans problème, parce qu'on commet un avocat d'office systématiquement pour un mineur. Nous allons maintenant regarder un reportage sur un adulte, père de famille, qui a décidé, lui, de prendre la fuite, laissant son fils et sa femme, par la même occasion, dans le désespoir. Camille Robillot a rencontré cette femme qui se heurte à un véritable mur d'incompréhension. Il s'appelle Bernard, il a 55 ans, sa profession journaliste. Depuis le 28 septembre, cet homme n'est reparu ni chez lui à Sannois, ni sur son lieu de travail à Paris. Un départ apparemment non prémédité, le frigidaire est rempli, il y a un cadeau emballé qui attend son fils.
Pour Marie-Christine, la mère de son enfant, cette disparition ne ressemble pas à l'homme qu'elle connaît depuis 15 ans, bien qu'ils soient séparés. Il était extrêmement sévère, avec la démission de beaucoup de parents, avec une façon très laxiste d'élever les enfants. C'est pourquoi tout ça me paraît totalement incompréhensible. La dernière fois qu'ils se parlent, Bernard prétend être à Lausanne. Il doit y consulter un médecin pour une maladie de rein qui le fait souffrir depuis 1 an. Coïncidence ou pas, c'est aussi à cette époque que sa mère décède. D'après ce qu'il m'a raconté au téléphone, il l'a rencontré et qui lui a confirmé le diagnostic, à savoir que cette maladie n'était ni grave ni évolutive et qu'il fallait de toute façon chercher ailleurs l'origine des douleurs qu'il faisait si cruellement souffrir. Et il m'avait dit qu'il était démoralisé par rapport à ce diagnostic et il devait passer le week-end auprès de sa sœur dans la région de Brescia. Et donc sa sœur, l'ayant attendu vainement, m'a téléphoné et donc on a immédiatement senti que c'était pas normal. Nous sommes le 5 octobre. Bernard semble avoir disparu entre la Suisse et l'Italie. 10 jours après avoir signalé la disparition à la police, Marie-Christine reçoit un appel du SRPJ de Versailles lui demandant de venir identifier le cadavre d'un noyé. C'est finalement chez lui, avec le lieutenant de police qui a perquisitionné, nous avons trouvé de la carte de groupe sanguin et c'est ce qui a permis d'identifier que le cadavre n'était pas Bernard. Ça a été une époque absolument horrible, puisqu'on a vécu pendant 4 jours avec un cadavre. Le 26 octobre, coup de théâtre. Marie-Christine apprend par la police que Bernard est vivant, mais il y a un problème. Je suis dans une impasse terrible parce que la police me dit qu'elle l'a retrouvé, ne me dit pas où, me dit qu'il va téléphoner, il ne le fait pas, mais des témoignages de confrères du Figaro l'ayant aperçu à Marseille vraiment peu de temps avant sa rencontre avec la police, bon, donne à penser qu'effectivement il ait pu être retrouvé dans cette région. Marie-Christine ne s'attendait pas à cette issue-là pour la police. Après enquête, Bernard a disparu volontairement. Or, il est majeur, donc libre, et il n'a pas commis d'infraction. C'est les libertés individuelles qui font que chaque personne est libre d'aller et venir et de ne pas dire où elle se trouve à qui que ce soit. On va prendre un exemple. S'il est retrouvé errant en pleine nuit, en pyjama, bon, là, il sera emmené dans un hôpital, après dans un hôpital spécialisé. Là, on préviendra la famille. Et tant qu'il est en bonne santé, tant qu'il va bien, tant qu'il n'a pas de problème, si lui ne veut pas regagner son domicile et communiquer son adresse, eh bien, on n'a pas à le faire. Il s'agit d'une recherche administrative et non pas judiciaire. Du point de vue de la police, la disparition de Bernard semble être désormais une affaire classée. Mais Marie-Christine refuse d'accepter cette idée. Il a dit à la police je vais bien, je vais appeler ma famille. C'est ce qui m'a été dit. Ce qui m'a été dit. Ce qui me paraît aberrant, c'est que la police me dise qu'il est en bonne santé et que par ailleurs, il y a ce que je pense, c'est-à-dire effectivement qu'il n'est absolument pas dans son état normal, parce qu'on ne s'occupe pas d'un enfant pendant 10 ans comme il l'a fait, on n'a pas une carrière au Figaro pendant 20 ans comme il l'a eu, on ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, sans donner signe de vie. Oui, une dépression aggravée, disons, mais donc comment faire pour lui porter secours, puisque la police dit non, il est libre. Afin de comprendre, nous avons joint sa sœur en Italie. Travail, problème de santé, décès de sa mère, là encore, aucune certitude. Il était assez démoralisé dans la mesure où depuis des mois qu'il faisait ses examens, il n'avait pas encore déterminé mais ce qu'il avait exactement. Est-ce que vous pensez que le décès de votre mère a pu jouer un rôle dans cette disparition? C'est possible. C'est possible. Très certainement, bon... Ça n'a pas amélioré sa situation, certainement. Je pense qu'un certain traumatisme, il l'a subi. S'il veut me contacter pour une aide quelconque, je suis là qui l'attend. Enfin, nous avons rencontré à Marseille le docteur Giraud, un psychiatre, ami de longue date de Bernard. Il est le dernier à l'avoir vu longuement les 9 et 10 octobre. Je ne savais absolument pas, quand je l'ai vu, qu'il était recherché par sa famille. Il n'avait pas, à ce moment-là, de troubles du comportement ou des signes plus graves qui auraient pu faire craindre dans l'immédiat une évolution psychiatrique.
Cette disparition demeure un mystère, sauf peut-être pour la police. Reste un petit garçon de 10 ans qui se demande depuis des semaines pourquoi son père n'est plus là. C'est extrêmement difficile de dire à un enfant ton père est vivant, pour la police il est en parfaite santé, il va très bien et tu es vraiment le dernier de ses soucis. C'est très difficile de dire ça à un enfant, surtout quand on a eu un père aussi présent. C'est épouvantable. Il pose des questions, ce petit garçon, tous les jours? Non. Ce petit garçon prie chaque soir pour que son papa revienne, quand il fait sa prière. Et il répète inlassablement nous n'avons pas de nouvelles de papa. Didier, dans le cas de Marie-Christine, peut-on considérer qu'il s'agit d'un abandon de famille, même si elle n'était pas mariée avec le père de l'enfant? Non, la notion d'abandon de famille, c'est une toute autre nature. Il faut d'ailleurs qu'il y ait une obligation à une pension alimentaire, qu'elle ne soit pas payée, dans cette hypothèse-là où il y a abandon de famille. C'est un problème d'abord moral, psychologique, avant d'être un problème de droit. Il y a une liberté absolue pour chacun d'entre nous. On a le droit de disparaître. On a le droit de couper tous les ponts avec les plus proches. Alors justement, si la famille fait appel à un détective privé, est-ce que la personne qui a volontairement disparu peut attaquer sa famille en justice en disant « vous ne me laissez pas tranquille » ? Je pense que l'idée est sous-jacente avec la loi de 95 qui permet effectivement... Alors il n'y a pas de sanction pénale, c'est un détective privé qui retrouve la personne, qui divulgue son adresse. À mon avis, ne peut pas être recherché sur le plan pénal, ce n'est pas d'infraction. Le principe de responsabilité civile, moi, à mon avis, me semble pouvoir être recherché. Il y a un droit, c'est de disparaître. On a le droit de ne pas communiquer son adresse ou de faire en sorte que l'adresse ne soit pas communiquée. Ce droit, s'il est méconnu, est de nature, c'est créer un préjudice, engager la responsabilité de celui qui livre finalement l'adresse. Monsieur Moreau, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que vous êtes détective. Avec votre expérience, ce genre de choses, c'est quand même peut-être pas monnaie courante, mais c'est des cas qui se multiplient, ces disparitions volontaires. C'est très courant. Bien évidemment, lorsque les personnes sont mariées, il y a l'obligation de communauté de vie. Donc le non-respect de l'obligation de communauté de vie porte préjudice à la famille, et là il y a un droit réel de le retrouver, ne serait-ce que pour démontrer qu'il a quitté le domicile conjugal, éventuellement le sommer de revenir. Lorsqu'il y a un couple en concubinage, mais il faut voir, est-ce qu'il y a un enfant, est-ce qu'il y a un préjudice quand même que subit la famille. Et donc, sans aller jusqu'à les harceler, en revanche, on a le droit de disparaître, mais on a le droit aussi de rechercher ceux qu'on aime, pour savoir ce qu'ils sont devenus, savoir est-ce qu'il leur est arrivé malheur ou non. Eh bien, je crois que c'est un droit aussi fondamental. Évidemment, il ne faut pas le harceler, il faut pas l'obliger, on ne peut pas l'obliger à revenir s'il ne veut pas revenir. Alors là, nous avons vu une disparition volontaire. Nous allons parler maintenant du cas de Monsieur Curé. Monsieur Curé, bonsoir. Votre sœur, qui était âgée de 55 ans, qui était célibataire, qui était enseignante, était une passionnée de voyage. À la première occasion, et avec le système des vacances scolaires, elle multiplie les voyages, passionnée, je crois, de nature, de fleurs. Et son dernier voyage en date de Pâques. Elle est partie où? Elle est partie aux Açores le jour de Pâques et elle est arrivée là-bas dans l'après-midi du 12 avril. Elle n'est pas arrivée complètement en terrain inconnu puisque l'hôtel qui l'accueillait, je crois qu'elle connaissait les patrons de l'hôtel. Hein. Oui, elle a effectué plusieurs voyages aux Açores antérieurement, 4 ou 5 années antérieures, et elle connaissait effectivement les hôteliers avec lesquels elle était en amitié. Alors habituellement, vous avez la chance d'avoir encore vos parents. Habituellement, quand elle part en voyage, elle donne toujours un coup de fil pour rassurer, comme on le fait fréquemment. Là, vos parents, un jour, vous ont appelé, ils étaient inquiets, ils n'avaient pas eu de nouvelles. Et effectivement, à l'issue du voyage, il n'y en avait toujours pas. Oui. Au bout d'une semaine de son départ, il était bizarre qu'elle n'ait pas téléphoné. Elle ne téléphonait pas toujours dans les premiers jours, mais enfin, au bout d'une semaine, c'était étonnant qu'elle n'ait pas appelé. Et mes parents m'ont téléphoné le 21, à savoir donc 8 jours plus tard, pour me faire part de leur inquiétude. À vrai dire que je partageais un tout petit peu aussi d'une manière implicite, mais sans avoir voulu les alerter. Ils m'ont donc informé des non-nouvelles et puis d'un fait qui paraissait anodin ou qui m'ont présenté de manière anodine, savoir qu'un gendarme avait trouvé une de ses cartes d'identité professionnelle. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a quitté le lendemain matin l'hôtel pour aller faire des emplettes, qu'elle est allée dans un restaurant déjeuner le midi, puis qu'elle a pris un taxi pour aller visiter un volcan, en tout cas une route montagneuse, une route parfaitement goudronnée, pas un chemin perdu dans la pampa, hein, une route auquel tout le monde a accès. Et
Au moment où elle descend de ce taxi, on n'a plus de nouvelles après. C'est ça. C'est ça, le taxi l'a emmené sur cette montagne, qui n'a rien de gigantesque, une montagne de 1000 mètres d'altitude environ. Dans l'ancien cratère d'un volcan, il y a un lac, c'est un beau site. Autour, c'est escarpé, mais autour, elle n'avait aucune raison d'aller s'y promener de trop près. Et de là, c'est très joli, on voit le lac, on voit la montagne, on aperçoit la mer de chaque côté de l'île de San Miguel, qui est la principale île de l'archipel des Açores. Et le taxi qu'on a retrouvé par la suite a déclaré qu'il s'était offert pour l'attendre ou venir la rechercher. Et comme il faisait doux et beau, elle a dit non, je reste là. Il était 3 heures de l'après-midi. Elle comptait marcher jusqu'au village le plus proche qui était à 8 km environ. Voilà, et tout en descente et sur un chemin parfaitement praticable. La gendarmerie, la police locale a fait passer la photo de votre sœur sur la télé locale, ça n'a rien donné. Vous vous êtes rendu sur place vous-même, vous avez refait le même parcours, ça n'a rien donné également. Sincèrement, est-ce que votre sœur aurait pu avoir besoin, à un moment ou à un autre, de dire « je coupe », comme on l'a vu avec le précédent reportage? Vous pensez que ça, elle aurait pu le faire? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes une famille, enfin on ne peut jamais jurer de rien, mais nous sommes une famille normale, sans histoire. On a le bonheur d'avoir encore nos parents. Ma sœur, célibataire, venait chez mes parents presque toutes les semaines. Elle aime beaucoup mes parents, comme mes parents l'aiment. Il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a pas... Dieu merci, chez nous, il n'y a jamais eu d'histoire de famille. Sans avoir la science infuse, monsieur, car vous n'êtes pas devin, mais vous avez été sur place. Quelle est votre version des faits? Eh bien, sur place, d'abord, je ne l'ai pas appris tout de suite, mais j'ai su que si c'est paisible, s'il n'y a pas eu de disparition de ce genre au cours des années immédiatement précédentes, il y a en revanche une population un peu indésirable qui est renvoyée des États-Unis. Je veux parler des repris de justice américains qui ont passé plus de 8 ans en prison pour des délits commis là-bas. Et même s'ils sont américains depuis 1, 2 ou 3 générations, s'ils sont d'ascendance portugaise, on les renvoie aux Açores. Je comprends votre sous-entendu, mais ceci étant dit, combien y a-t-il eu de disparitions aux Açores récemment? Alors, il n'y en a pas eu d'autres récemment, quoique je sache qu'il y ait des disparitions de bateaux, mais là, elle n'était pas en bateau, elle était à terre, elle est en touriste. Permettez-moi de vous poser cette question crûment, mais vous pensez qu'elle est encore en vie aujourd'hui? Je crains le pire, mais j'ai une lueur d'espoir, j'espère. Nous diffusons actuellement la photo, bien sûr, de votre sœur. On ne sait jamais, des gens reviennent peut-être des Açores, regardent cette émission. Encore une fois, si cette photo évoque quoi que ce soit, vous vous précipitez dans une gendarmerie ou un poste de police. Aujourd'hui, vos parents qui sont âgés, dans quel état sont-ils? Mais vous savez, c'est difficile pour eux. Une fin d'existence qui avait toutes les raisons pour être paisible est gâchée malheureusement par ce malheur, ce drame. Hein. Et je suis sûr que mes parents ils y pensent tous les jours, comme moi. Monsieur Queuret, j'espère franchement que nous aurons très prochainement des nouvelles. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je vous propose de regarder un reportage. On parle de disparition inexpliquée. Et tout à l'heure, monsieur Moreau, je pense que vous pourrez réagir sur ce reportage, car on associe souvent disparition au monde de la prostitution, au monde de la drogue. C'est le cas pour cette personne. Entre 80 et 85, Nicole a passé 5 ans dans le monde de la prostitution. Aujourd'hui, elle s'en est sortie. C'est même devenu quelqu'un de très bien. Isabelle Bress l'a suivie. Elle vous raconte cette hallucinante histoire d'une disparition qui se termine bien. Cette jeune femme élégante, c'est Nicole Castioni. Juge assesseur, députée suisse, Nicole n'a pas toujours été cette femme à qui tout réussit. À l'âge de 20 ans, par amour, elle quitte sa famille, ses amis et disparaît. Aujourd'hui, ses parents sont morts sans savoir ce qui lui est arrivé. J'étais étudiante et j'ai rencontré à ce moment-là un homme que j'ai aimé passionnément, qui s'appelait Jean-Michel, pour qui j'aurais fait n'importe quoi, et d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai lâché tout ce que j'avais jusqu'à ce moment-là, et puis je suis partie avec lui. Tout commence en 1980. Nicole s'enfuit, des rêves plein la tête, laissant derrière elle une vie confortable à Genève. Seulement très rapidement, elle déchante. Jean-Michel ne voit effectivement en elle qu'une source facile de revenus. Pendant 5 ans, je me suis retrouvée dans un monde de prostitution
Et par le biais de la prostitution également, dans un monde de problèmes de drogue, puisque je sniffais de la cocaïne pendant cette période-là aussi, on m'a fait comprendre que ce serait bien que je l'aide. Enfin, il m'a fait comprendre que je devrais l'aider. Et puis, c'est comme ça que je suis entrée dans ce milieu-là. C'est ici, rue Saint-Denis, que Nicole s'est prostituée de 1980 à 1985. Impossible d'en parler à ses parents ou à qui que ce soit, trop de honte. Nicole était prise au piège. C'est là où vous habitiez? Oui, c'est là derrière. Vous avez souvent déménagé à cette époque-là? Oui, on déménage beaucoup quand on est dans un milieu comme celui-ci, parce que c'est toujours un peu dangereux de rester au même endroit. Donc on a pas mal bougé. Ouais. On a l'impression que c'est une période où vous étiez quand même très isolée. Ah mais bien sûr, j'étais isolée, j'étais dans un autre monde. C'est vrai que c'est aussi moi qui le voulais, je veux dire, parce que tant qu'à faire, Puis bon, dans ce milieu-là, dans le milieu des voyous, on a tendance à s'isoler, parce que c'est pas non plus recommandé de fréquenter beaucoup de personnes de l'extérieur. Sur le bitume de la rue Saint-Denis, Nicole devient Gilda. Autre nom, autre personnalité, rien ne devait la rattacher à son passé. J'étais dans un processus justement de silence et de me dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils sachent. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes que je connaissais avant, qui ont passé à la rue Saint-Denis et qui m'ont vue. Et la première chose que je leur disais, surtout ne dites rien. Avec le recul, je pourrais me dire j'aurais pu partir avant, j'aurais dû partir avant. Mais bon, sur le moment, je ne voyais pas les choses comme ça. Et puis moi, je pensais que je ne pouvais pas m'en aller aussi facilement. Donc au bout de 5 ans, je me suis dit, là, de toute façon, je suis très mal. Si je reste là, je vais y rester. Donc je me suis dit que le plus sage, c'était quand même de rentrer chez moi. C'était vraiment l'enfant qui voulait rentrer dans son foyer. Et puis l'enfant qui avait pas loin de 26 ans à l'époque quand même. La gare de Lyon, ça me rappelle mon départ de Paris. C'est le dernier endroit que j'ai vu de Paris avant de rentrer chez moi. C'était vraiment une fuite, c'était vraiment c'était quelque chose de très très fort. Au niveau de mes parents, écoutez, je suis rentrée comme si j'étais rentrée de 2 mois des États-Unis, si j'avais été suivre des cours d'anglais aux États-Unis. Je veux dire, bon, bah, tu es là, tu es là. Bah, ils ont été très, très gentils, ils sont occupés de moi, ils m'ont soignée, et puis voilà, mais on n'a jamais posé de questions. Pendant des mois ensuite, Nicole doit à nouveau se cacher, mais de son proxénète cette fois-ci. De retour chez ses parents, elle s'obstine pourtant à garder le silence sur les 5 années passées. Je crois qu'on leur a même dit, ils n'auraient pas voulu le croire. Parce que moi, à mon avis, ils étaient quand même au courant de ce qui se passait. C'est pas possible, je veux dire. Il a fallu, dans un premier temps, quand même reconstruire. Il a fallu quand même avancer déjà. L'amour, c'était la première chose que j'ai dû mettre en place, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, et puis d'accepter de se faire aimer. Ça, c'était la première chose qui a été difficile, d'ailleurs. Aujourd'hui, Gilda est morte, même si Nicole fait encore de grands détours pour éviter la rue Saint-Denis. Nous reviendrons sur le rapport qu'il peut exister entre la drogue et la prostitution et les disparitions avec le détective Moreau. Nous reviendrons également sur l'affaire Ranucci, 20 ans après. Alors que les parents connaissent maintenant l'issue de la disparition de leur petite fille enlevée dans la cour de l'immeuble et retrouvée morte quelques jours après, la douleur est toujours aussi vivace et surtout, ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. C'est le message qu'ils vont faire passer dans un reportage que vous verrez. Et puis nous parlerons de disparitions que je qualifierais de modernes, les enlèvements d'enfants par l'un des 2 conjoints au sein d'un couple. A tout de suite. Sans aucun doute, ce soir vous parle de disparition. Nous allons revenir maintenant sur l'affaire Ranucci, dont tout le monde a entendu parler, l'une des affaires les plus médiatiques. Une petite fille qui joue dans la cour d'une cité. Elle disparaît quelques jours après, on la retrouve décédée. Plus de 20 ans après, les parents sont toujours, bien sûr, vous vous doutez, dans une peine immense, mais surtout ont besoin et envie de tranquillité. C'est le message qu'ils ont voulu faire passer à travers ce reportage. Regardez. Depuis 24 ans, chez la famille Ramblard, le silence est pesant. Oui, c'est ça. Il avait 8 ans et 3 jours.
C'était une merveille, ma fille. Il y en a toujours, le visage, il est là. Leur vie bascule le 1er juin 1974. Marie s'amuse avec son frère Jean dans la cour de l'immeuble lorsque leur mère les appelle pour déjeuner. Moi, je lui ai dit, Marie, tu montes à manger à la maison. Il m'a dit, maman, encore un petit bout, encore 10 minutes. Et ça, c'est les dernières paroles. 10 minutes qui seront fatales pour la petite Marie. Un inconnu l'aborde et l'entraîne dans sa voiture. 2 jours après, à 20 km de Marseille, la police retrouve son corps, poignardé, mutilé. À 6 ans et demi, quand du lendemain vous êtes avec votre grande sœur, du lendemain plus de grande sœur, ça m'a fait un drôle de choc. Et d'autant plus que pendant les 6 premiers mois, tous les jours, l'infirmière venait me faire une piqûre. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas trop de souvenirs de cette époque. Mais ça m'a drôlement touché, ému. Et j'en souffre encore maintenant à presque 31 ans. La première chose que j'ai dans ma tête, la première que je voulais dire, c'est ma fille Marie. 24 années à passer des nuits blanches, à pleurer continuellement, à cause d'un homme. L'assassin présumé a été retrouvé peu de temps après le drame. Il s'agit de Christian Ranucci. Il clame son innocence, mais personne ne le croit. Le 28 juillet 1976, Ranucci est guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes. Chaque fois que cette affaire est évoquée dans les médias, c'est un calvaire pour Pierre Rambla. Le pire, c'est lorsqu'il découvre des photos de sa fille dans la presse. Pour arrêter de subir ces agressions et pour s'en défendre, il a pris un avocat. En droit, il y a 2 questions bien précises. Le fait de publier l'image, qui ne peut pas intervenir sauf accord de la famille, et le fait d'évoquer l'événement, le meurtre, tout ce qu'il y a autour, le procès, etc., sans l'accord de la famille, parce que ça ravive une douleur qu'on ne peut raviver que s'il y a une nécessité judiciaire. Et c'est d'autant plus grave que cette photo a été donnée par la famille Rambla au début de l'affaire aux policiers pour qu'ils puissent retrouver la petite fille, mais pas du tout dans le dessein de la faire publier en aucune manière. Vous savez, quand vous perdez un enfant, il y a tout qui bascule dans la maison. Dans la maison, ma femme, mes enfants, tout le monde nous sommes martyrisés parce que chaque fois nous sommes matraqués avec la photo. J'ai perdu mon enfant, j'ai eu la malchance de la perdre. Laissez-moi tranquille, je ne demande rien à personne. Pierre Rambla n'oubliera jamais l'injustice qui a bouleversé sa vie. La photo de sa fille ne sera plus diffusée, mais sa peine restera pour toujours insurmontable. Dans quelques instants, nous parlerons d'autres disparitions, de disparitions d'enfants, enlevés la plupart du temps par l'un des 2 conjoints. Mais auparavant, une question juridique, Maître Didier Bergès. Juridiquement, justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a disparition? Quelqu'un qui disparaît complètement, je pense notamment à la sœur de M. Queret, qu'on a évoqué tout à l'heure. D'abord, on fait une recherche dans l'intérêt des familles, c'est-à-dire on va pendant 1 an faire des recherches, et au bout d'1 an, on va vous délivrer un certificat de vaine recherche. À partir de ce moment-là, vous pouvez déposer une requête auprès du tribunal en demandant de voir déclarer une présomption d'absence. C'est-à-dire qu'on va organiser le patrimoine, les intérêts de l'absent pour préserver ces intérêts. Et puis le temps passe, s'écoule 10 ans, et au bout de 10 ans, à compter du jugement de présomption d'absence, on peut saisir le juge à nouveau, le tribunal de grande instance, en lui demandant de déclarer l'absence. Et la déclaration d'absence, ça vaut acte de décès. C'est-à-dire que passé 10 ans à compter du premier jugement, on va considérer que la personne est décédée, on va donc liquider son patrimoine. S'il était marié, l'épouse ou le mari peut à ce moment-là se remarier, il est veuf. Mais par contre, s'il réapparaît, on annulera bien évidemment le jugement d'absence. J'aimerais poser une question au détective Moreau par rapport à tout ce qu'on a vu dans la première partie de l'émission. Est-ce que, très souvent, sans donner un pourcentage précis, disparition, notamment chez une jeune fille, est liée par la suite au milieu de la prostitution, au milieu de la drogue? L'idée de disparaître est séduisante, mais après il faut réussir à subvenir à ses besoins, trouver un logement. Et on va être à la merci de toute personne qui va vous entraîner. Vous entraîner souvent dans les milieux de la prostitution, de la toxicomanie, de la délinquance ou de la criminalité. C'est un petit peu le cas du jeune Michael. Les gendarmes l'ont laissé partir, ils ne l'ont pas recherché correctement. Et puis, Michael a été entraîné dans le milieu de la délinquance.
Eh bien, c'est effectivement un cas de figure que l'on retrouve le plus souvent. Merci pour ces explications. Nous donnons la parole à Monsieur Bouchonnet. Monsieur Bouchonnet, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bouchonnet, vous avez rencontré une femme en 1990 et celle-ci est tombée enceinte pour une naissance qui était prévue fin 91, en décembre, je crois. Décembre 91, c'est exact. 2 mois avant ce terme et avant l'arrivée de votre enfant, cette femme se sépare de vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une séparation ait lieu comme ça alors qu'elle était enceinte de 7 mois? Disons que les 7 premiers mois de la grossesse, évidemment, ne se sont pas du tout déroulés, on pourrait dire, d'une manière idyllique, puisque c'est une personne qui, visiblement, avait des problèmes psychologiques importants. La suite l'a confirmé, d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'en étais tombé fou amoureux, j'avais envie de faire ma vie avec elle. Et puis donc un jour, elle était d'accord, le lendemain, elle n'était plus du tout d'accord. Et puis au 7e mois et demi de grossesse, un jour au téléphone, elle m'a dit, je suis désolé, c'est un peu cru, mais elle m'a dit, le père, on s'en fout, tu me fais chier, ça a été terminé. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais vu la mère de ma fille, que ce soit dans les procès qui ont été intentés, que ce soit dans les tentatives de médiation que j'ai essayé de faire par l'intermédiaire de sa famille. Et donc actuellement, on en est au stade donc, pénal. On est bien d'accord, vous n'avez jamais vu votre fille? Je ne connais absolument pas ma fille, je n'ai que quelques renseignements. Quel âge a-t-elle? Elle aura 7 ans le 30 décembre de cette année. Et parmi toutes les pistes qui ont dû être lancées, on est incapable de localiser la mère et la fille? Effectivement, actuellement, la police patine dans les recherches, bien que vraiment ils aient essayé de remonter à peu près toutes les pistes qu'on ait pu trouver actuellement. La douleur que vous devez connaître, tout le monde peut s'imaginer, et encore, je me demande si on peut vraiment l'imaginer, Monsieur Bouchonnet, mais est-ce que le fait que vous n'ayez jamais vu cet enfant, malgré tout, elle est là près de vous chaque jour? Peut-être qu'elle est plus présente que si, effectivement, j'avais eu une vie classique de parents, parce que c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser cet enfant. Et bon, c'est vrai que tout ce que je peux réaliser dans la vie et où je peux inclure effectivement le prénom et le nom de ma fille, je n'hésite pas à le faire. C'est pour cela que quand on me téléphone, quand vous tombez sur mon répondeur, vous entendez parler de mon répondeur et de celui de ma fille Anaïs. Pourquoi a-t-elle fait ça, la mère ? On se pose des questions, justement, on aimerait bien le savoir. Malheureusement, elle n'a jamais répondu aux invitations de la justice pour effectivement s'expliquer. Je pense qu'il y a un problème par rapport à la paternité très net, puisqu'elle a perdu son père elle-même, elle était très jeune. Et je pense que le début de tous nos ennuis démarre, à mon avis, de ce décès. Est-ce qu'au bout de 7 ans, vous continuez à sursauter quand le téléphone sonne, quand une lettre arrive, quand quelqu'un sonne à la porte? Sursauter, non, parce que, bon, déjà, contrairement à tout ce que j'ai pu voir tout à l'heure, c'est vrai que moi, c'est effectivement un sentiment de tristesse qu'on a, mais c'est surtout un sentiment de colère, parce que dans les disparitions, c'est vrai que les gens ne savent pas du tout ce qui s'est passé, alors que moi, je sais exactement ce qui s'est passé, je sais quelle est la cause, quelles sont les personnes qui sont responsables de cette disparition, et ça devient de là un enlèvement, bien sûr, et c'est plus de la colère que j'ai contre ces gens-là, et puis un petit peu de tristesse, bien sûr, de ne pas connaître ma fille. D'autant plus que la justice vous a donné la garde de l'enfant maintenant, puisque sa mère s'est... Non, la justice ne m'a pas donné la garde, la justice m'a donné l'autorité parentale conjointe sur mon enfant, ce qui, dans la pratique, n'est pas grand-chose, mais ce qui m'a permis de déclencher certaines procédures que je ne pouvais pas faire tant que je n'avais pas ça. Et puis bon, ça m'a aussi permis dans ma tête de me sentir effectivement reconnu comme un père et non plus comme un simple géniteur. Ça vous révolte qu'à l'aube du XXIe siècle, on ne puisse pas retrouver quelqu'un, parce que ça ne doit pas être si compliqué que ça, que de retrouver une mère et sa fille. Elle est toujours en France, à votre avis? Je pense qu'elle est en France. On a une présomption sur le sud de la France, peut-être aussi au niveau italien. Là, la police fait son enquête, donc j'attends un peu plus de précision là-dessus. L'association dont je fais partie, SOS Papa, pareil, m'aide énormément. Que l'on remercie d'ailleurs, et le numéro s'affiche sur les téléviseurs de nos téléspectateurs. Je tiens à remercier tous les adhérents de SOS Papa qui nous ont permis effectivement de tenir moralement, et je leur souhaite bon courage à tous aussi dans leurs histoires. Et je pense qu'effectivement, on va arriver quand même dans les mois qui viennent à la localiser. Mais je pense que ce sera très dur. Est-ce que vous pensez que votre fille a déjà eu des photos de vous?
Ça m'étonnerait, vu l'état d'esprit de la mère et de la grand-mère à mon égard, je pense pas que... Vous vous rendez compte que c'est peut-être la première fois, si par hasard elle tombe sur l'émission pour une raison ou une autre, qu'elle vous voit? Et j'en remercie sans aucun doute, et j'espère qu'elle me verra effectivement, et qu'on lui dira que c'est son père. Je vous souhaite beaucoup de courage, monsieur, en tout cas. Merci. Merci, monsieur Bouchonnet. Dans ces cas-là, maître Didier Bergès, qu'est-ce qui se passe juridiquement? Normalement, pourquoi on ne la retrouve pas? On peut déployer des moyens. Vous, monsieur Moreau, c'est quand même quelque chose qui est faisable de retrouver une mère et son enfant dans ce pays? Nous le faisons souvent. Nous le faisons souvent et nous Ce genre de retrouvons cas, même. hein, ouais. Oui, oui. Et souvent, même, nous les retrouvons lorsqu'ils sont dissimulés à l'étranger. L'année dernière, j'ai retrouvé comme ça une petite fille, un petit garçon qui avait été enlevé, dissimulé en Espagne. Et les droits de... C'était par le père, là, qu'il a été enlevé. Et c'était en plus un toxicomane, un bandit, qui cachait l'enfant et qui l'avait confié à un tiers, qui maltraitait l'enfant, en outre. Donc pour enfants, c'est partage. J'étais là-bas et nous avons dû, avec la mère, enlever l'enfant en Espagne et le ramener en France. Est-ce que vous avez fait appel à un détective, déjà? Pas pour l'instant, malheureusement, mais parce que, pour deux raisons. Simplement une raison financière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même relativement cher, que nous avons, nous, déjà, en tant que père, à nous battre contre pour obtenir des décisions de justice. Donc, il faut payer tout ce qui est avocat, procédure et autres. Et malheureusement, on ne peut pas toujours subvenir, mais je pense que si la police reste impuissante, je pense qu'effectivement, un jour ou l'autre, j'aurai à faire appel donc, au service d'un détective. Je tiens à préciser, parce que je sais que vous aurez la modestie de ne pas le dire, que dans l'affaire Tatiana, vous avez notamment travaillé bénévolement, hein, car les parents n'avaient pas les moyens de payer les recherches. Je vais maintenant vous montrer un reportage, ainsi qu'à vous tous qui regardez cette émission. C'est un père qui, comme vous, mais lui, il a connu ses filles, la mère les a enlevées, est parti, a pris peur pour une raison, vous allez voir, finalement assez bizarre. En tout cas, cet homme maintenant essaie, et grâce à son métier, tient le coup, essaie de continuer à vivre sans cette fille. Alexandre et Amandine, je vous aime. Et j'ai tellement envie de vous embrasser. J'espère que je vous retrouve bientôt. Ce cri du cœur, c'est celui d'un père désespéré, un homme rongé par l'enlèvement de ses enfants. Le docteur Jamous est chirurgien à l'hôpital d'Auxerre. Ce médecin respecté est devenu français par mariage. Il ne s'explique toujours pas comment sa femme, Sylvie, a pu disparaître avec ses deux enfants. L'été 97, j'avais 4 semaines de vacances. Moi et ma femme, nous avons décidé de passer 15 jours de vacances en Espagne et les autres 15 jours de vacances en Syrie. Sa mère lui a dit « T'es folle de partir en Syrie, t'as pas vu le film Jamais sans ma fille, comment tu peux partir ?» Je dis, et là, ma femme, elle m'a dit « Non, je veux plus partir en Syrie. » Sylvie craint que ses enfants ne soient kidnappés. Elle refuse donc d'accompagner son mari. C'est donc seul que Moïdine Jamous part en Syrie rendre visite à sa famille. Mais à son retour de voyage, c'est la stupeur. Sylvie s'est enfuie avec les enfants. J'étais choqué, je ne comprends pas. Je vais voir ma femme, je savais qu'elle était chez ses parents. J'ai essayé d'avoir une explication. Là, je comprends qu'elle a entamé une procédure de divorce et elle était sérieuse. Malgré son départ du domicile conjugal, Sylvie obtient la garde d'Amandine et Alexandre. L'autorité parentale, elle, est partagée. Moïdine Jamous obtient un droit de visite. Je vais, comme l'ordonnance du juge me prévoit, aller chercher mes enfants le samedi midi au domicile que ma femme a déclaré. Et là, je trouve porte close. Très vite, Moïdine comprend la gravité de la situation. Sylvie a bel et bien disparu avec Amandine et Alexandre. Il décide de déposer une plainte pour enlèvement. Le tribunal lui donne raison et lui accorde l'autorité exclusive de ses deux enfants. Malgré cette décision de justice, Moïdine Jamous est un homme brisé. La maison sans les enfants, c'est les vider de bonheur. Le bonheur, c'était le cri des enfants, la présence des enfants. Maintenant, je traîne le pied, je reste à l'hôpital.
Cela fait donc 475 jours, soit plus d'1 an et demi, que le docteur Jamous n'a pas revu ses enfants. Où vivent-ils? Sont-ils en bonne santé? Vont-ils à l'école? Autant de questions sans réponse. Je voudrais dire à ma femme qu'à aucun moment, je n'ai jamais voulu emmener les enfants en Syrie. Elle sait bien que j'ai tout fait pour rester en France, j'ai tout fait pour m'intégrer. Ici, on se trouve dans la chambre d'Alexandre, mon fils. Quand je suis rentré de la Syrie, la chambre a été vidée. Donc je lui ai remeublé sa chambre pour quand on revienne, il se sente chez lui. Noël dernier, Noël 97, je lui ai acheté ses cadeaux, les cadeaux de sa sœur Amandine, les cadeaux d'anniversaire aussi. Alexandre et Amandine, je suis là, je vous ai jamais abandonné et je ferai tout pour vous retrouver. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes l'amour de ma vie. La tragique histoire du docteur Jamous, filmée par Yann Arnoux, maître Didier Bergès. Quand une maman ou un père d'ailleurs, ça arrive dans les deux cas, enlève ses enfants, il risque gros quand même. 1 an d'emprisonnement, si je me souviens bien, je me souviens pas, donc je regarde, c'est 100 000 francs d'amende. Le problème, c'est que, je pense notamment au cas précédent, il faut bien voir la situation, vous arrêtez la mère. Parce que je crois qu'elle a été condamnée. Vous la mettez en prison. Qu'est-ce que vous faites du monde? Donc il y a toute une hésitation de l'institution judiciaire parce qu'il y a déjà un drame. L'enfant est coupé d'un de ses deux parents, qui passe peu à peu dans l'oubli. Même dans l'autre cas, il était complètement ignoré et nié. Vous faites quoi? Cet enfant a 8 ans, 9 ans, ne connaît que sa mère, y est attaché. C'est-à-dire que la sanction pénale n'est intéressante dans la mesure où elle fait peur. C'est-à-dire qu'elle évite ce genre de situation. Mais lorsqu'elle a échoué, la mettre en œuvre bien souvent, ce qu'on fait, on le met à la date, le monde. C'est vraiment pas facile. En ce qui concerne les disparitions, les premiers réflexes, si jamais, et je touche du bois pour tous ceux qui nous regardent, mais si jamais ça se produit, les premiers réflexes à avoir, c'est quoi? Il faut essayer de se souvenir de tout ce qui s'est passé précédemment. Essayer de reconstituer quelles ont été les dernières semaines, les derniers mois, toutes les rencontres qu'a pu faire la personne. Et puis il faudra bien sûr rassembler tous ces éléments pour les enquêteurs qui vont essayer de les exploiter, car on va retrouver la personne en reconstituant quels étaient les derniers temps. Je voudrais présenter 2 ouvrages. Le premier, c'est Le soleil au bout de la nuit de Nicole Castioni, dont vous avez vu un reportage tout à l'heure. Nicole qui avait sombré donc dans la prostitution et la drogue et qui aujourd'hui a pu en sortir suite à une disparition et a même bien réussi sa vie. Elle raconte bien sûr ce que vous avez vu dans ce reportage, mais beaucoup plus détaillé dans ce livre. Et puis, ça n'a rien à voir avec les disparitions. Roger-Marc Moreau, qui est avec nous, vous avez mené une contre-enquête pour la révision d'un procès manipulé. C'est la fameuse affaire Omar Haddad. Il y a des révélations dans ce livre, des choses qui sont vraiment choquantes par rapport à la façon dont s'est déroulé le procès? Nous donnons dans cet ouvrage un maximum de révélations. On ne peut pas tout dire, évidemment, puisque c'est à l'usage du grand public. Et puis, vous le savez, peut-être, d'ici 3 semaines environ, Maître Vergès, je dis... Alors, on les confond, mais alors ça, vous ne pouvez pas savoir. C'est maintenant, c'est passé. Plus il est connu, plus on le confond. Donc, va déposer la requête en révision auprès de la commission de la Cour de cassation. Merci Roger-Marc Moreau, en tout cas, d'avoir été notre invité. Une émission difficile que celle consacrée aujourd'hui aux disparitions. Nous allons maintenant reprendre le cours de notre émission et retrouver celui que vous attendez certainement malgré tout. Pascal Selem pour sa caméra cachée. Camille Robio viendra nous rejoindre également et nous parlerons des cas résolus ou non résolus. Nous ne cachons pas la vérité. Quand vous venez sur ce plateau, nous essayons de faire avancer les dossiers. Nous ferons un petit état des lieux avec elle. Et puis, bien sûr, Joël Gouron. Allez, on se détend dans quelques instants. Je compte sur vous. Dans Sans aucun doute. À tout de suite.